tous, je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi 10 janvier. Voici tout de suite les titres qui font l'actualité. Retour sur la dernière conférence en date des rencontres philosophiques, c'est passé qui ne passe pas. La rencontre tant attendue de ce début d'année pour les passionnés de ballon rond aura lieu dimanche au Parc des Princes. Nous avons assisté à la conférence d'avant-match PSG-AS Monaco. La 11e édition de la Monaco Optimist Team Race a débuté hier au Yacht Club de Monaco. Et notre invité du week-end sera l'archevêque Monseigneur Barcy. C'est un rendez-vous initié par Charlotte Casiraghi. Les rencontres philosophiques proposent tout au long de l'année des conférences. Et la dernière en date a eu lieu ce jeudi au Théâtre des Variétés avec pour thématique « C'est passé qui ne passe pas ». Le reportage de Vanessa Dessy. C'est une donnée à laquelle les plus grands penseurs renvoient souvent au cadre de l'existence. Le temps provoque une inquiétude liée au sentiment de l'infini avec une certaine impuissance et liberté à la fois. Alors qu'est-ce que le temps pour les philosophes ? C'est une des questions les plus difficiles de la philosophie, donc a été souvent pensée par les philosophes de façon différente. Certains ont essayé de la penser comme la durée créatrice, ça c'est Bergson. D'autres insistent plus sur la finitude, c'est-à-dire ce temps qui nous conduit à la mort. À chaque fois qu'on essaye de poser la question du temps et qu'on essaye de penser le temps, on commence par spatialiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas saisir le temps sans avoir recours à des figures, à des images qui sont d'ordre spatial. Ça dit déjà quelque chose sur la difficulté de saisir ce qui est le temps. Et on est toujours en train d'avoir besoin de représenter le temps d'une manière approximative, métaphorique. Enfin, on est toujours en train de mettre le temps en image. L'attente, c'est penser qu'il y a des possibilités qui vont ou non se réaliser. Or, nous sommes dans un monde qui veut, par la technologie, accélérer tout processus. Avec une vie de plus en plus rapide, nous avons aujourd'hui la volonté de maîtriser en vain la temporalité. On voit le temps essentiellement sous son angle quantitatif d'une performance, et tout le monde devient pressé. Et on ne s'aperçoit pas que le temps, même de dire quelque chose sur le temps, prend du temps. Et surtout, la lecture prend du temps, et l'écriture, qui sont des activités qui supposent le temps, présupposent le temps, mais présupposent un temps qui n'est pas maîtrisable. Prochain rendez-vous pour les rencontres philosophiques, le jeudi 6 février, avec pour thématique « D'où vient le temps ? Temps et être » présenté par Joseph Cohen. Dans le reste de l'actualité en bref et en images. Vous le savez, la principauté est rentrée depuis quelque temps dans l'ère du numérique. Et pour preuve, en 2020, les entreprises monégasques pourront, si elles le souhaitent, passer au bulletin de salaire dématérialisé. Il faut savoir que les entreprises privées génèrent chaque année près de 620 000 bulletins de salaire. Un bulletin de paye électronique est une économie de temps, d'espace et de coûts. En ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'État, l'édition des bulletins de paye électronique se fera dans un second temps. Nous sommes en pleine période de présentation des vœux, c'est une tradition. Eh bien, le président du Conseil national et certains élus sont allés dans différentes maisons de retraite, comme sur ces images à Akétoudinné, pour présenter leurs vœux aux aînés monégasques. Stéphane Valéry en a profité pour offrir à chacun d'entre eux 2 cadeaux, le livre Des abysses au paradis sur la vie du port de Monaco et enfin un coussin ergonomique. Les dirigeants et joueurs du rugby à 7 en principauté ont été reçus par le souverain au Palais Princier. Parmi les personnalités, l'entraîneur et ancien ministre des Sports français Bernard Laporte, le président du Monaco Rugby 7 Emmanuel Falco et le nouvel entraîneur de l'équipe Paul Albaladejo, un ancien international français de rugby à 7. Cette nouvelle équipe va participer au Super 7, une première édition sur une unique étape organisée le 1er février 2020 à Paris La Défense Arena. Elle opposera les 14 clubs de top 14, plus les Barbarians français et également le Monaco Rugby 7. Football avec le début de la phase retour du championnat de Ligue 1. Dimanche, l'AS Monaco se déplace au Parc des Princes en clôture de la 20e journée. Cela sera le premier match de championnat pour le nouvel entraîneur Robert Moreno. Émilie Rousseau vous présente les enjeux de cette rencontre. Paris Saint-Germain, AS Monaco, c'est l'affiche de la 20e journée de Ligue 1. C'est aussi le premier match de championnat de Robert Moreno, le premier gros test pour le nouvel entraîneur du club de la Principauté. Ce déplacement au Parc des Princes n'effraie pas les Rouges et Blancs, bien au contraire, ils y vont avec le plein d'ambition.
Nous avons des points faibles, ils ont des points faibles et nous devons attaquer, préparer comment faire pour aprovechar, pour profiter de ces points faibles. C'est après, nous avons la capacité de profiter, meilleur, sinon, nous devons continuer à travailler. Contre Paris, c'est toujours un bel match. C'est une très, très grande équipe et voilà. On va aller là-bas pour jouer avec plaisir et on va aller là-bas pour tout donner. Les Monégasques comptent bien se servir de leur qualification pour les 16e de finale de la Coupe de France et du nouveau souffle apporté par le staff de Robert Moreno pour marquer les esprits à Paris. Je pense que je peux gagner chaque match. Et après, ce sont les situations différentes pour jouer. Mais je pense que je peux gagner chaque match. Parce que mon expérience, j'ai vu choses très difficiles et que tu peux voir à le football. Et pour moi, une chose qui fait le football différent de le reste des sports, c'est ça. Que tu peux gagner quelle équipe. N'importe quelle équipe. Ok? Alors, je pense que nous pouvons gagner, si. Moi, je suis un garçon comme ça. Parler de peur ou quelque chose comme ça dans le foot, ça n'existe pas pour moi. Et voilà, c'est des personnes normales comme nous. Et il y a beaucoup de joueurs que je connais là-bas. Et voilà, dès que se commence le match, c'est en bataille, c'est en guerre, c'est un match comme un autre. Et ils sont très prêts aussi. Et quand ça commence le match, c'est important de tout donner. Et nous, on va essayer de gagner le match. Keita Baldé, buteur déterminant en Coupe de France, tentera d'être une nouvelle fois décisif dimanche. Les 3 points de la victoire permettraient à l'attaquant sénégalais et ses coéquipiers de se rapprocher encore un peu plus du podium, eux qui s'apprêtent à affronter le Paris Saint-Germain en championnat à 2 reprises en l'espace de 3 jours. La 11e édition de la Monaco Optimist Team Race a débuté hier au Yacht Club de Monaco pour 4 jours de compétition. Yannick Debever a suivi ses jeunes compétiteurs lors de cette première journée. Reportage. Pendant 4 jours, 20 équipes de 19 nations différentes s'affrontent dans la baie de Monaco et forcément à domicile. Les Monégasques comptent bien se défendre après une seconde place l'année dernière. Cette année, on a envie de faire mieux avec une nouvelle équipe et de faire toujours de mieux en mieux et donc de finir premier. Une régate toujours plus importante d'année en année, orchestrée par le Yacht Club de Monaco. Un niveau qui grimpe également avec les équipes nationales des États-Unis et de l'Angleterre engagées dans cette édition. Le jury aussi est monté d'un cran puisque des pointures du team racing ont rejoint l'organisation, comme Chris Atkins notamment, pour le plus grand bonheur du directeur de course. On a à peu près les meilleurs mondiaux qui sont là, effectivement. Chris, Yann Stege, Martin Klassen, Arnaud Mante, qui est quand même le président du jury ici, Thierry Poiret et d'autres. Enfin, on a parmi les 14 ici et ils sont tous internationaux. Et puis on innove parce que cette année, avec donc 20 équipes, ça va représenter plus de 190 courses, 190 matchs qu'on va devoir faire en 3 jours. C'est une première, ça s'est jamais réalisé ailleurs. Donc on a été obligé de faire 2 rondes de course, 2 comités de course, 2 rondes de course, de faire appel non pas à 8 jurys mais à 14 jurys. On double un petit peu tout le dispositif. Chaque équipe représente un club, représente bien sûr une nation. Et c'est ça qu'on s'est intéressé, ce qu'on présente également avec Peace and Sport en fait. C'est que tous ces enfants se côtoient, partagent effectivement un moment sur l'eau de convivialité, d'affrontement, mais en respectant les règles. Et puis c'est comme ça qu'ils vont découvrir, de voir les Chinois qui sortent de Chine pour venir chez nous, affronter des Russes, des Américains qui vont venir là pour gagner. Tout ça, c'est la beauté du sport. Monaco, donc capitale du monde de l'optimiste jusqu'au 12 janvier au moins. Finlande, Ukraine, Turquie, Uruguay, États-Unis ou bien la Chine sont présents. 3 continents représentés pour 80 régatiers de 11 à 14 ans. Le plus jeune, 11 ans, vient de Belgique et il est forcément impressionné. It's a little bit special because I'm the smallest one of the whole group and it's a little bit weird and I hope I will enjoy. Lors de la première journée, les Américains viraient en tête grâce à leurs 6 victoires en 6 matchs. Mais il reste 2 jours de compétition pour que les Monégasques inversent la tendance et rejoignent la première place du podium. Il quittera ses fonctions le 27 janvier prochain lors de la Sainte Dévote, après 20 ans passés à la tête du diocèse de Monaco. Monseigneur Barcy est notre invité du week-end. Nous l'avons rencontré à l'occasion de sa dernière cérémonie des vœux. Monseigneur
Monseigneur, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici Mais très dans volontiers. cette magnifique maison diocésaine. Vous allez formuler ce soir vos vœux, vos derniers vœux auprès des fidèles, mais également auprès du corps religieux de la Principauté. Aujourd'hui, vous avez souhaité cette année les rassembler, faire Voilà. un seul vœu. D'habitude, je fais cette cérémonie des vœux en 2 temps. D'abord les prêtres, les religieux, les religieuses et les diacres. Et puis là, après donc les fêtes de Noël, je fais avec les laïcs qui sont engagés dans les différents conseils, services du diocèse. Cette année, comme c'est la dernière fois, j'ai préféré faire tout ça tout ensemble pour délivrer à la fois un message d'amitié et puis des vœux, puis en même temps faire un peu porter un regard sur l'année 2019 qui vient de s'achever. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette année 2019 pour vous? Elle Eh était ben, riche. Oui, elle était très riche parce qu'il y a eu d'abord des réalisations matérielles. Il y a eu la mise en route de l'Agora, la maison diocésaine, puisque c'est la première année qu'elle a fonctionné complètement. Il y a eu aussi l'inauguration du collège-lycée de l'institution François d'Assise Nicolas Barré, l'école catholique, et voilà, qui est juste à côté, qui est notre voisin. Et puis il y a eu aussi l'inauguration des nouveaux locaux du phare, au boulevard du Jardin Exotique, puisque les locaux anciens de la rue Platy ont été appelés à disparaître pour des reconstructions du quartier. Donc voilà, ils sont dans des nouveaux locaux. Donc déjà, des belles réalisations matérielles. Et puis ensuite, il y a eu la mise en route des orientations que j'avais données en mars 2018, des orientations missionnaires pour mettre le diocèse vraiment en état d'annoncer l'Évangile à tous les hommes. Voilà. Donc ça a été vraiment des moments un peu forts. Et puis j'ai fêté aussi mes 50 ans de sacerdoce, ce qui est quand même pas rien. J'allais en dire justement. Voilà. Hein? C'est pas rien, félicitations. Merci. C'est l'occasion de revenir donc sur votre parcours plus en général. Vous êtes de la région. Oui. Vous êtes niçois. Niçois. Et puis, vous êtes allé dans la montagne aussi, toute proche, oui, à Saint-Étienne-de-Tinée. je suis allé à Saint-Étienne-de-Tinée. J'ai commencé dans la haute vallée de la Tinée avec Isola 2000, Isola, Saint-Dalmas, le Selvage, Oron, Saint-Étienne et puis tous les hameaux qu'il y avait autour. Donc une connaissance du monde rural que je connaissais assez peu finalement. Ensuite, je suis parti, l'évêque de Nice m'a nommé à Nice au foyer Saint-Paul au service des vocations. Là, je suis resté 10 ans au contact des jeunes, du matin au soir et du soir presque au matin. Et puis ensuite, j'ai été nommé curé dans la vallée du Paillon, donc à la Trinité, Drape et Cantaron. Et enfin, je suis devenu vicaire général du diocèse de Nice, c'est-à-dire j'étais l'adjoint de l'évêque de Nice. Et puis en 2000, j'ai été nommé archevêque de Monaco. Vous êtes arrivé ici Voilà. en principe. Alors, Monaco, j'avais quelques liens parce que la famille de ma mère est de Menton, mais avec des liens avec la famille Sétimo de Monaco. Donc, je connaissais bien Monaco. J'avais cet avantage de bien connaître à cause de la famille qui était ici. Justement, est-ce que cette expérience est forcément très enrichissante d'avoir vu ces différents types de populations, on peut dire, le milieu rural, montagnard, Oui, puis plus citadin avec Nice et Monaco. Oui, et puis le monde populaire dans la vallée du Paillon. Voilà, donc oui, ça a été des moments, il a fallu faire des reconversions rapides, mais je crois que c'est bien. J'ai été très heureux partout où je suis passé. Vraiment, j'ai aimé les gens que je servais, donc voilà, et comme ici à Monaco, je me suis très vite adapté à la principauté. Un départ après un bel anniversaire, 20 ans ici en principauté. Oui, 20 ans. Comment est-ce qu'on fait ce choix? Vous allez donc quitter votre poste une date importante, le 27 janvier prochain, le jour de la Sainte Dévote. Je ferai mes adieux au diocèse et puis en même temps, je rendrai grâce à Dieu pour tous les bienfaits que j'ai reçus pendant ces 20 années. Et puis donc, j'accueillerai bien sûr le nouvel archevêque dès qu'il sera nommé. Et puis, je lui passerai un peu les consignes, je ferai connaître un peu le diocèse, les personnes surtout, parce que c'est ça le plus important. Et après, lui, il y aura une cérémonie, je ne sais pas quand, mais d'installation ou d'ordination si c'est un prêtre qui est nommé. Donc, comme moi j'ai fait, d'ailleurs, il faut l'ordonner évêque, il faudra l'ordonner évêque. Et après ça, je me retire. Voilà, donc, mais comme je dis à tout le monde, je reste toujours évêque. Donc, je rendrai des services, je prendrai... déjà, on me sollicite pas mal, déjà. Donc, je suis en train de calmer le jeu. C'est une retraite qui s'annonce quand même voilà, on me active. demande des messes, des prédications, prêcher des retraites, etc. Mais je pense que tout de suite, il faudra que je me repose un peu parce que je sens quand même
la fatigue, la charge est lourde à certains moments. Un repos bien mérité. Voilà, j'espère. Justement, quel est votre sentiment après toutes ces années sur la société actuelle, le monde actuel? Comment est-ce qu'il a évolué, vous, votre regard ici? Si vous voulez, je pense que ce monde, il y a une sécularisation, c'est-à-dire que ce monde se construit souvent un peu en dehors de Dieu, hein, il ne fait plus référence à Dieu. Je crois que ça, c'était déjà comme ça quand je suis arrivé, mais j'ai l'impression que ça s'est accentué de manière générale, c'est pas propre à Monaco. Et donc ça, et alors ça veut dire aussi que nous, chrétiens, nous avons vraiment une mission à accomplir, proposer la foi chrétienne aux gens, proposer l'Évangile. Voilà, c'est pas faire tourner une boutique, disons, c'est vraiment d'être annoncé l'Évangile. Le pape François appelle souvent ça de sortir à la rencontre des périphéries, c'est-à-dire de ceux qui sont loin, pas géographiquement, mais qui sont loin de l'Église par leur vie, etc., donc annoncer. Alors ça, je crois que c'est vraiment un effort qui est à faire et que j'ai essayé de faire passer le message, j'ai essayé de le faire passer aux hommes et aux femmes et aux chrétiens de Monaco, aux catholiques, pour qu'ils prennent vraiment leur responsabilité dans l'annonce de l'Évangile. Et est-ce que vous auriez un message peut-être particulier pour les générations futures? Vous parliez du phare tout à l'heure, ça s'adresse aux jeunes. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer pour l'avenir? Moi, je dirais que être chrétien, moi, ça m'a rendu heureux et je souhaiterais qu'eux aussi puissent découvrir le Christ et découvrir la joie d'être avec le Christ. Merci beaucoup, Monseigneur. Et on vous retrouve bien sûr sur Monaco Info pour la Sainte Dévote. Merci, à très bientôt donc. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté, un mot de météo à présent. Un beau week-end en perspective et pas mal ensoleillé, que ce soit samedi et dimanche. En revanche, les nuages seront de retour sur l'ensemble de la semaine prochaine, que ce soit de lundi à vendredi. Le soleil fera quand même quelques apparitions, ça et là. Quant aux températures, elles varieront, on va dire, entre 3 et 11 degrés. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la demi, retrouvez l'émission Votre rendez-vous de football avec Émilie Rousseau. Je vous souhaite un excellent week-end sur Monaco Info.